Salut les petits loups. Salut. Et devinez qui revoilà, c'est la nouvelle vidéo de Carte à Papa, je vous en avais parlé il y a quelques jours, c'est la vidéo pour les decks commandeurs des Horizons du Modern 3. Oui. J'ai changé de poteau, j'ai changé le poteau Gauthier contre le poteau Lucas qui s'y connaît un petit peu plus en multi. Ça va Lucas? Ça va, ça va. On est hypé ou pas? Ah bah ça, c'est pas des petits decks, hein. Ah. On est content. Ah ouais, bah écoutez, les joueurs de multi, donc, puisque je vous rappelle, comme son nom l'indique, les Horizons du Moderne nous ont fait 4 decks, et c'est des decks qui sont pas jouables en moderne, effectivement, qui sont jouables en commandeur multi. Oui, ouais, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, le multi, c'est tellement populaire que... Ah bah c'est sûr que de toute façon, tu étais pris entre où tu fais des decks modernes et tu arrives à des decks qui vont être pas assez compétitifs, ou alors trop compétitifs et trop chers, ou alors tu vas te faire plaisir, faire des decks de commandeur multi. Comme effectivement c'est un produit qui est premium, les boosters sont plus chers, tu vas pouvoir mettre des decks plus chers avec des meilleures cartes. C'est vrai. Et c'est pour ça du coup qu'on a des thèmes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein. On va le voir un petit peu après. Les thèmes, c'est des thèmes un petit peu nouveaux, dont effectivement on va spoiler parce qu'on en a parlé déjà dans la vidéo, forcément. Un deck Eldrazi. Un deck Eldrazi, voilà. qui est très attendu, très attendu. Très attendu, joueur d'Eldrazi, puisque le dernier c'était il y a un an dans Commander Master, qui était le premier deck Eldrazi. Premier deck Eldrazi en préconstruit Commander. Tout à fait. Voilà, on en parlera tout à l'heure, on y reviendra. Donc bien sûr, comme d'habitude, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on en parle à tous ses potos, tous ses amis, ses parents, ses grands-parents, toute personne qui est capable d'avoir un compte YouTube et de faire un clic, vous lui dites, comme ça, voilà. Nous, on prend tout le monde, hein. Nous, il n'y a pas, on choisit pas les enfants, même les animaux, les enfants qui n'arrêtent pas de faire des vues sur les vidéos, on prend tout, hein. Nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça, on vous fera encore plus de vidéos, et en plus, grâce aux 2 centimes qu'on gagnera avec nos 300 vues, on pourra rien faire. Ouais, bon. Là, du coup, présentation des produits, c'est assez succinct puisqu'on on est sur les commandeurs. 4 decks commandeurs. Oui. Disponibles aussi en version collector. Oui, alors c'est du coup le deck en entier est en premium, donc en foil. Et en plus de ça, il y a des arts alternatives pour les commandants et pour quelques cartes dans le deck. D'accord, donc déjà on a un prix qui est cher sur le deck de base. Le deck de base, on en a parlé dans la dernière vidéo, ça varie en fonction du deck. Mais grosso modo, vous allez les avoir dans les 70 euros, 60-70 euros. Le deck collector, c'est minimum le double avec des produits qui seront un petit peu plus difficiles à trouver. C'est vrai qu'en plus, maintenant que les decklists sont sortis en entier, les decks sont vraiment bien. C'est des gros decks, plus que la moyenne, plus que d'habitude. Après, c'est normal, ils sont plus chers aussi. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont plus chers aussi. Bon, allez, on y va tout de suite et on commence, je crois, par le deck Eldrazi. Nos amis les Eldrazi. Alors, voilà, on commence direct par le gros morceau. Je vais juste faire une petite mise au point avant qu'on se lance dans tous ces decks. On va dire les noms souvent des cartes en anglais, parce qu'au moment où on fait la vidéo, on n'a pas toutes les cartes en français. Tout n'est pas traduit encore. Voilà, tout à fait. Par contre, les cartes que vous verrez à l'écran seront tout le temps affichées en français, ce qui vous permettra de bien découvrir les cartes. On va essayer donc de vous les laisser un petit peu plus longtemps à l'écran, puisqu'on écoute vos commentaires et vos remarques en vidéo, et on sait que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors, les Eldrazi, deuxième deck Eldrazi. Oui. Alors, par contre, grosse différence. Oui, alors parce que l'Eldrazi jusqu'à maintenant c'était de l'incolore, là on est sur enfin, j'ai envie de dire enfin pour tous les joueurs de multi, un Eldrazi 5C. Parce que les joueurs d'Eldrazi connaîtront Morophon, qui est d'ailleurs dans le deck, en réédition, qui était le général qu'on jouait quand on voulait jouer Eldrazi 5 couleurs. Parce qu'il n'y avait pas d'autre option en fait. Et du coup c'est important de jouer Eldrazi 5 couleurs? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Eldrazi qui ont coloré en fait. Et en plus ils en ont rajouté encore plus dans cette extension. Donc voilà. Mais là on a 2 généraux, donc, qui sont Ulalek Fused Atrocity et Azlask The Swelling Scourge. Ces 2 Eldrazi sont 5 couleurs tous les deux, donc vous les voyez à l'écran. Et ils ont quand même un power level. Ce ne sont pas des petits généraux. Ouais, alors par exemple, Ulalek, donc comme vous pouvez voir, vous pouvez payer 2 mana en fait. Donc vous lisez la carte. Hein, voilà, nous on va pas tout vous décrire parce que sinon ça va faire des vidéos très lourdes où on parle beaucoup. Donc vous voyez, je veux juste préciser une chose sur Ulalek, c'est que c'est vraiment, vous allez copier tout ce qui est dans la pile en fait. Oui. Puisque les Eldrazi ont des effets quand vous les lancez. Oui. Donc là vous allez copier non seulement l'effet, mais aussi tous les effets, si jamais il va y avoir des effets déclenchés, on verra plus tard avec une carte comme c'est Echo of Eternity, qui va provoquer. Donc tous ces effets qui seront dans la pile à ce moment-là, vous allez pouvoir les copier. Donc ça demande aussi quelque part de le faire au bon moment quand même. Oui, ou de pouvoir le jouer en flash. Ou de pouvoir le jouer en flash. C'est une carte très intéressante. Ulalek, c'est le général. Alors des deux, c'est Ulalek qui est le commandant principal du deck et qui est aussi le plus attendu parce que effectivement, le fait de pouvoir doubler facilement les triggers et tout ce qu'il y a sur la pile
ça paraît fort. Ça paraît ouais, très fort. Surtout qu'en plus, il y a les Eldrazi à 10, à 15, machin, on les connaît tous, mais il y en a pas mal et qui sont pas trop mal, comme le Note Seer, par exemple, qui sortent à 4 et qui sont très puissants. Donc vous allez aussi pouvoir doubler ces effets et on va peut-être voir, on voit un petit peu le jeu, il est buildé d'une façon un peu différente, avec plus de petits Eldrazi. Oui. Effectivement, oui. On a beaucoup de petits Eldrazi qui viennent compléter les Eldrazi plus gros. Ça permet d'avoir une curve du deck qui est quand même vachement adaptée et qui est pas mal. Vraiment, ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu le cliché qu'on a avec les Eldrazi, c'est un peu le à 10, à 12, à 15. Et là, il y en aura des nouveaux qui coûtent très cher, mais il y aura aussi des petits Eldrazi et des systèmes d'accélération de mana colorless nouveaux qui vont apporter justement de la rapidité au deck. Parfait. Très très intéressant, très intéressant. Allez, on part de suite sur quelques petites nouvelles cartes. On vous a choisi un petit panaché de nouvelles cartes qui ont été faites spécialement pour ce deck. Vous ne retrouvez donc que dans les decks Commander. Voilà, que dans les decks Commander. Alors, le Hydeus Taximaster, par exemple, qui est un Eldrazi, lui il fait partie des gros Eldrazi. Il est rouge. Enfin, alors tous les Eldrazi que je vais dire ont des voïdes. Donc ils n'ont pas de couleur. La carte n'a pas de couleur. On doit les caster avec du mana rouge, mais lui-même n'a pas de couleur. Le dévoïde, c'est le thème du deck, c'est typique aux Eldrazi. Oui, tout à fait. Lui, il va voler une bête chez chaque adversaire. Lui-même a Trample, Haste et Annihilator. Annihilator qu'on retrouve, qu'on est très content de retrouver. Et il va donner donc aux bêtes qu'on récupère jusqu'à la fin du tour, Annihilator, Haste et Trample aussi. Donc en multi, beaucoup de phases d'attaque, beaucoup de trucs très puissants. Le côté Annihilator, toujours, qu'on aime beaucoup. C'est voilà, très très bien. Il avait un peu, je pense qu'ils avaient un peu calmé le pied, ils avaient levé le pied un peu sur l'Annihilator parce que c'est un peu puissant. Je pense qu'ils avaient un peu levé le pied. Mais là, il y a quelques cartes qui donnent l'Annihilator, qui permettent de faire de l'Annihilator, et c'est vrai qu'elles sont très puissantes. De suite, dès qu'il y a Annihilator, on est souvent sur une carte forte. Alors, il y a aussi l'Eldrazi Confluence. La confiance Eldrazi, voilà, on a une confiance dans chaque couleur. Voilà, on a une confiance dans chaque couleur. Bon, après, c'est un peu le thème de l'extension. Oui. Où ils aiment bien. Bon, alors, c'est vrai, après, forcément, il y a le côté un petit peu, il faut toujours trouver un petit peu des nouvelles cartes. De l'originalité, ouais. Et de l'originalité. Donc, ils aiment bien refaire les cartes. Et donc, du coup, on a vu qu'il y avait une salve élémentaire Eldrazi. Il y a, dans le deck, il y a même un mage Eldrazi avec, vous payez, vous savez, les mages qu'il y avait à l'époque en invasion, vous allez payer un kicker et qui vont faire un pouvoir en plus. Ben là, c'est pareil, il est incolore, sauf que vous payez un vert ou un noir. Un vert, je crois qu'il fait il fait un disenchant, et en noir, je sais plus ce qu'il fait, mais voilà. Donc, ils refont un petit peu, ils reprennent des vieux pots de confiture pour refaire en fait de la confiture un petit peu incolore dedans. Oui, et l'Eldrazi Confluence, c'est quand même beau. Ouais, c'est sympa. Et pour le coup, personne ne s'y attendait. Ouais, j'avoue. C'est quelque chose de vraiment très original. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plus 3, moins 3 à une bête. Donc, c'est pareil que toutes les confluences, on peut choisir 3 fois, on peut choisir le même plusieurs fois. Et elle fait plus 3, moins 3. Donc, en tout, elle peut faire plus 9, moins 9, ce qui est quand même très correct. Elle fait, elle blink, donc elle fait partir un permanent, elle le renvoie. Ou alors elle crée des sions qui sont une façon d'accélérer en Eldrazi, c'est des créatures qui se sacrifient. D'accord, oui, des engences, non? Il y a les deux, je crois qu'il y a les sions et les engences, je sais pas si c'est la même chose. Alors les sions sont peut-être 1-1. Ouais, d'accord, les sions sont 1-1 et les engences sont 0-1. C'est ça. Fait, parce que je sais que dans le deck, il y a les deux. D'accord, ok, je crois que les sions, ça doit être peut-être quand ils ont fait retour sur c'est le retour, qu'ils ont, c'est le retour, les sions. Mis oui, les parce que moi, je connais pris... les sions, j'ai recommencé à Magic à cette période, c'était les sions. Ils ont pris un petit boost de force là, parce que les petites engences 0-1, bon, du coup, maintenant c'est des 1. Voilà. Tout augmente. C'est ça. Sauf le salaire de Lucas, bien sûr. Alors, il y a aussi dans les nouvelles cartes, une carte qui est très attendue. Ulamog's Dreadsire. C'est une 10-10 pour 10. Donc là, on est sur un Eldrazi très premier degré. Vigilance. Elle a une ward assez intéressante. Elle a une ward qui dit qu'il faut que pour la cibler, il faut sacrifier un permanent qui coûte 1 ou plus. Donc pas de terrain. Pas de terrain, d'accord. Donc le ward, qui est la parade en français, qui est une condition qui, si vous ne remplissez pas cette condition, le sort qui cible ou la capacité est contrecarré. Oui. Et lui, donc cette créature s'engage et crée un token 10-10. Bon, après, on n'est plus là pour faire de la, on n'est plus là pour faire de la finesse. Après, au bout d'un moment, là, c'est pour ça que je l'ai mis aussi. On commence à arriver à des Eldrazi. On est sur quoi, 3 extensions avec des Eldrazi, 2 decks. Au bout d'un moment, on n'est plus là pour faire de la finesse. On est là pour chier du 10-10, du 15-15, du 20-20. Ça fait plaisir de voir un Eldrazi. Un Eldrazi très premier degré qui est 10-10 et qui crée des 10-10. C'est vraiment très Eldrazi. La dernière nouvelle carte, Eldritch Immunity. Alors pour un incolore, alors c'est un incolore, comment on appelle ça, un waste, c'est ça, un incolore pur. Ouais, un waste. Je crois que c'est ça le terme, un waste. Hein. Le waste, c'est le basic land qui le fait, donc oui, c'est ça. Il faut savoir qu'un petit point de règle, donc pendant toute l'histoire de Magic, vous aviez ce symbole de mana incolore qui était un
à l'intérieur d'un rond, donc qui signifiait les manas incolores, qui existent toujours, hein, bien sûr, c'est pas le problème, mais ils ont rajouté au moment des Eldrazi, je crois quelque chose qu'ils appellent les landes en français. En français, c'est les landes. Les landes, qu'on appelle le waste en anglais, et qui du coup ce symbole en fait un petit peu de losange qui est affiché sur l'écran. Et alors, la différence entre le mana incolore et ce mana-là, c'est qu'un mana bleu est un mana incolore par essence, à partir du moment où vous ne l'utilisez pas pour caster un sort bleu. Mais par contre, les terrains, un terrain comme n'importe quel terrain incolore, par exemple une usine de Mishra qui crée du mana incolore, va produire un mana de type land qui ne pourrait être. Et ces sorts là, dont on est en train de parler ne pourront être joués que si vous l'avez fait avec ce mana spécifiquement. C'est ça. Il faut que la source vienne d'un mana incolore et pas un mana coloré. Et donc ça permet de jouer ces sorts. Et donc Eldritch Immunity que vous voyez à l'écran, elle fait partie de ces sorts où il va falloir un mana incolore. Et il y en a beaucoup dans l'extension MH3 aussi. Des sorts qui ont besoin d'un incolore pour être castés. Ouais, il y en a de plus en plus, hein, de façon générale. Oui. C'est un peu une 6e couleur, entre guillemets. Mais quand même ça va au niveau des restrictions, c'est plus simple à jouer. Et donc l'Eldritch Immunity, elle donne protection de toutes les couleurs à une target créature qu'on contrôle. On va essayer de sauver un Eldrazi. Ça c'est bien, mais ça overload. Overload, ça veut dire que si tu le castes pour un coût plus cher, alors là, c'est 5. Tu vas donner protection à toutes tes créatures de toutes les couleurs. Donc ça promet des protections, c'est sûr, mais aussi des très grosses phases d'attaque. Et dans les Eldrazi, on sait qu'on aime beaucoup les grosses phases d'attaque. Donc voilà pour les nouvelles cartes. Alors il y en a d'autres. On ne peut pas parler de tout, évidemment. Surtout que les decks, pour le coup, sont très fournis. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles cartes. Alors moi j'avais une petite carte que j'avais repérée, vous savez moi je suis un peu la caution du Duel Commander. J'avais repéré le cultiste mutant qu'on va vous afficher à l'écran, qui est pour moi une petite créature sympathique qui va rentrer bien dans la stratégie un peu noir-vert des decks, puisqu'elle vous permet, quand vous la castez, de retirer tous les marqueurs d'un permanent ciblé. C'est-à-dire typiquement, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, un Dark Depths, par exemple, obscurité profonde, je crois en français. Oui. Et donc de caster et en plus, par rapport au nombre de marqueurs que vous avez enlevés, vous allez pouvoir jouer un sort gratuitement. C'est-à-dire si vous avez 10 marqueurs, vous allez pouvoir jouer gratuitement une carte à 10. Voilà. C'est une petite carte sympa qui va rentrer dans pas mal de synergies. On risque de l'avoir pas mal de fois. Je pense qu'on va l'avoir en Duel Commander, surtout que c'est un thème qui marche bien, les terrains et tout ça. Et surtout, il y a pas mal de support pour noir-vert, on l'a vu dans la dernière vidéo. Oui, c'est possible. Mais même en multijoueur, je pense qu'elle va être jouée parce qu'on peut embêter un adversaire, si je ne m'abuse aussi. C'est pas que tes créatures. Ouais, ça peut tuer un arpenteur, un planeswalker, tout simplement, par exemple. Bien sûr. Et puis oui, ça permet effectivement de faire des choses fortes avec Dark Death, par exemple, ou des cartes dans ce style. Ok, du coup maintenant on va passer aux quelques petits reprints sympas qu'on a dans le deck. Alors encore une fois, les reprints sont très intéressants. Ce sont des decks, vraiment ils sont allés. C'est pas des demi-decks, c'est vraiment des decks des puissants reprints. Tout à fait, et aussi bien au niveau des nouvelles cartes que des reprints. Donc dans le deck Eldrazi, bien sûr, l'Eldrazi Monument qu'on ne présente plus, qui revient. Donc il booste toutes les créatures incolores, il permet de faire plein de choses. On l'attendait dans ce deck et c'est très bien, Et surtout, il rend les créatures, si je ne m'abuse, indestructibles et volantes, surtout, c'est ça. Il booste donc, tout ce qui est incolore. Mais vous devez sacrifier une créature à chaque entretien, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, c'est une carte qui est très puissante, de toute façon. Alors, il ne faut pas oublier non plus de préciser que, comme d'habitude, vous avez ces 3 cartes qui reviennent dans tous les decks, qui sont le Sol Ring, la Command Tower et le cachet ésotérique. Pardon. Donc ils sont 3 cartes qui reviennent dans tous les decks à chaque fois. Maintenant ils sont avant l'Arcane Signet n'était pas dans tous, maintenant il est dans tous parce que alors même si on verra tout à l'heure que c'est pas forcément pertinent dans certains decks. Par exemple le Sol Ring, par contre là dans le deck il est parfait. Oui. Mais même là, même dans le deck Eldrazi par exemple, il est pas mal parce qu'il y a pas mal de trucs colorés et surtout qu'on aura surtout des landes qui produisent de l'incolore, donc ça permet d'avoir le petit coloré de temps en temps. C'est assez intéressant. Il y a aussi l'Eldrazi Conscription, qui est un gros enchantement qu'on connaît, qui enchante, qui donne +10/+10 Annihilator à une bête. Pareil, toujours Annihilator, Eldrazi. C'est une aura qui va vous permettre de transformer une créature en Eldrazi en fait. C'est ça. On est très content. Morofond, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être éventuellement un général alternatif du deck. Très intéressant, pareil, c'est un shapeshifter, il fait des trucs en fonction des types de bêtes, il est 5 couleurs, enfin il est incolore et 5 couleurs dans ses capacités, très intéressant. Et bien sûr, le meilleur remover en Eldrazi, All is Dust, tout le monde sacrifie ses permanents colorés.
Et vu qu'on joue Eldrazi, rien n'est coloré, donc on ne sacrifie absolument rien. Et oui, parce que même s'ils sont invoqués avec du mana coloré, comme le disait Lucas tout à l'heure, ils ont des voids pour la plupart. Tant qu'ils ont le dévoid, ils sont incolores. Voilà. Voilà, vous avez retour de Kozilek aussi, qui est pareil dans les sorts de gestion, parce que c'est important quand même d'avoir de la gestion dans ces decks-là, mine de rien, parce que bon, quand vous commencez à partir à faire la course, vous avez quand même un deck avec pas mal de... Même si dans celui-là c'est un peu pondéré, vous avez beaucoup de créatures avec beaucoup de force. Il faut les protéger, il faut arriver à les garder sur le board pour faire des bons effets. Oui. Bon, au niveau des ajouts éventuellement pour booster le deck, alors on va pas en faire 150, on va pas en faire 2 tonnes sur ça parce que des Eldrazi, bon, c'est pas compliqué. Voilà. Après, il y en a deck plein. Eldrazi, c'est logique. Ajouter des Eldrazi qui ne sont pas déjà dans le deck, qui sont forts. Bien sûr, alors il y a du support dans l'extension Modern Horizon, ce qui est quand même un peu normal, j'ai envie de vous dire. Oui. Vous avez notamment, on en parlait dans la vidéo d'avant, je vous laisse aller regarder un petit peu, bon, les traditionnels Kozilek, Ulamog, Emrakul, qui sont... Voilà, que vous pouvez ajouter ou ne pas ajouter, ça dépend après de ce que vous voulez faire. Des Eldrazi, il y en a suffisamment, des Ulamog, des Emrakul, vous pouvez choisir lequel vous allez mettre. Oui. Il y a la salve élémentaire incolore, qui est très forte, qui va être très forte pour les sorts multicolores. Et c'est vrai que bon, là, effectivement, même là, c'est un jeu où les cartes ont des voids, mais en commandeur, tout le monde joue des multicolores. Il y a très peu de et puis c'est une carte qu'on va voir beaucoup en multijoueur. Parce que tout le monde peut la jouer au final. Voilà, tout le monde joue Sol Ring en multijoueur, donc le mana incolore n'est pas un problème. Et beaucoup de sorts sont multicolores en multijoueur, donc c'est vraiment pas mal. Très voilà, toujours dans l'extension, du coup. Echo of Eternity, qui va doubler tout. Voilà, doubler tous les trucs d'Eldrazi. Pareil, une carte extraordinaire dans le deck. Un ajout un peu obligatoire entre guillemets. Ça va. Voilà, ça sort qu'à 6 pour un deck Eldrazi, c'est rien. Ça. Oui, c'est vrai que pour un deck Eldrazi, c'est rien. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui permettent de baisser le coût des Eldrazi et des sorts incolores dans le deck. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Alors après, voilà, comme je vous disais, sur les rajouts qui sont hors de l'extension, on peut aller taper un peu sur la mana base, forcément c'est un jeu 5 couleurs, donc bon, les Fetch, les Raveland, les Bilans, bon voilà, après ça on est sur un autre budget. Voilà. Après ne pas surcharger de mana coloré parce que ça dépend de quel côté on part. Si on part plutôt sur Ulalek, il va falloir du mana coloré, mais quand même pouvoir assurer le encore mana Ulalek peut être casté par du mana, par du waste mana, hein. C'est une carte qui est hybride. Hein, donc, et surtout, mais par contre sa capacité, il faut du vrai mana incolore, du mana purement incolore. Donc pas trop chercher du coloré. Non, voilà. Par contre, effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, il y a Temple Eldrazi, qui est vraiment une carte indispensable. Oui, il faut absolument rajouter l'œil du Guin, qui est aussi pareil, un terrain qui va vous baisser de 2 le coût de tous les Eldrazi et va vous permettre surtout d'aller chercher des Eldrazi dans votre deck. Et la dernière dont on parle dans cette extension, le Labyrinthe du Guin, pareil, qui va vous permettre d'emprunter un Eldrazi et de faire 2 mana. Donc voilà, il y a du support, c'est sympa, ça donne de la profondeur à un deck et a priori je pense qu'on est parti pour voir de plus en plus de decks Eldrazi aux tables. Clairement, il était très attendu et voilà, les gens vont le recevoir, il est très fort et c'est très très bon deck. Parfait, allez on passe à la suite. Allez, on passe maintenant au deuxième deck de cette salve de sortie, puisqu'on passe au deck Jund, donc rouge, noir, vert, qui s'appelle Cimetière en effervescence. Oui, et lui, il était attendu dans le sens où c'est un deck Tarmogoyf. Alors là, voilà, on est sur un truc, c'est un concept. Moi, je trouve ça très sympa. C'est un peu comme, vous voyez, c'est un peu comme quand on rend hommage un peu aux chansons des années 80. Vous voyez, les tournées avec des artistes qu'on n'a pas vus depuis 30 ans. Donc le Tarmogoyf, il faut se dire une chose, le Tarmogoyf, c'est une créature mythique de Magic. Oui, on va vous l'afficher à l'écran en cas si vous ne connaissez pas. Affiché. Donc c'est une créature qui est sortie dans l'édition Future Sight. Oui. Et qui est resté pendant longtemps la meilleure créature de Magic. Hein. Il faut voir, au début, quand c'est sorti, tout le monde disait que c'était pas bien. Tout le monde disait c'est quoi cette bête, ça sert à que dalle et tout machin. Et on a vite découvert que le truc pour 2 c'était un 3-4 voire un 4-5. Donc c'est une carte qui a valu pendant longtemps 100 €. C'est une des meilleures créatures de l'histoire de Magic. Ça a valu très très cher pendant très longtemps. Sauf que maintenant, il y a eu une telle course à l'armement que bon... c'est surtout les removers en fait. Les removers sont beaucoup plus faciles à l'attaquer qu'avant. C'est-à-dire que bon, le Tarmogoyf... Fatal Push par exemple. Il est mignon, mais bon... Et puis Tarmogoyf malheureusement ce n'est qu'un steak. Alors qu'avant ça faisait le job, maintenant un steak qui fait rien d'autre, c'est difficile. Et voilà. Donc du coup on a décidé de lui rendre hommage à travers un deck posthume. Ils lui ont rendu hommage. Le Tarmogoyf.
Et donc vous allez voir, tout est basé sur cette mécanique et plus précisément sur la mécanique des Lhurgoyf. Oui, des Lhurgoyf, oui. Mon petit Lucas, instant culture générale et question pour un champion. Quel était le premier Lhurgoyf? Oh, alors là, c'est pas le Tarmo, je le sais, mais je n'ai aucune idée. Alors le premier Lhurgoyf, je suis désolé de te dire, je pense qu'il est sorti, tu n'étais pas né. Je sais plus de 87, il est sorti en 1995 le premier Lhurgoyf. Il n'était pas né. C'est un Lhurgoyf vert que vous retrouvez dans le deck d'ailleurs. Il est sorti en Ice Age en 1995 et il inaugurait un peu la mécanique des Goyf. Donc la mécanique des Goyf, c'est on va compter dans le cimetière. Alors le Tarmogoyf, c'est les types de cartes. Le Lhurgoyf, lui, va compter le nombre de créatures dans tous les cimetières. Et donc c'est des créatures qui sont X plus 1. Et le X va toujours correspondre à compter quelque chose dans le cimetière. Ça peut être les créatures, les types de cartes. Et le premier, c'était les créatures. 1995, créatures dans tous les cimetières. On le retrouve dans le deck d'ailleurs, puisqu'il s'appelle le Lhurgoyf. Et d'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle les Goyf en fait. L'appellation, le type de créature. La race du Tarmogoyf, c'est le Lhurgoyf. C'est le Lhurgoyf, c'est ça, tout à fait. Donc on part sur ça et on commence donc par les généraux de ce deck. Voilà, donc on commence par Disa, qui elle va ni plus ni moins permettre de créer des Tarmogoyf, et c'est des tokens Tarmogoyf. Et les anciens joueurs sont... Vous pouvez récupérer des Tarmogoyf et vous servir de vos Tarmogoyf foil que vous avez acheté 500 € à l'époque. Vous pouvez vous en servir comme des tokens maintenant. C'est magique quand même. Hein, c'est des tokens Tarmo. Tout se recycle de nos jours. Hein. Voilà. Oui, donc c'est le thème, elle clairement, Tarmogoyf, elle crée des tokens Tarmogoyf, elle est très forte. Et d'ailleurs, tout le deck donc, va être au sujet des Tarmo, mais aussi de pouvoir feed le cimetière. Le sien, mais aussi celui des adversaires, parce que justement dans cette optique de booster les Tarmogoyf, qui vont être la plupart du temps des tokens, mais aussi des créatures, on va en voir quelques-uns. Ouais, c'est un deck qui est un peu spécial, parce que quand on le regarde au début, on commence à regarder, donc on regarde un peu l'ensemble du deck, on a son œil qui est un peu attiré par des grosses bêtes, on se dit ça va être un jeu réanimator, mais c'est pas un jeu réanimator, c'est un jeu qui va nourrir le cimetière, mais qui va pas forcément faire venir des bêtes de ce cimetière, va peut-être plus les faire venir dans la main. Il a besoin de nourrir le cimetière, mais il n'a pas besoin du coup de vider le cimetière non plus. C'est ça, voilà. Donc beaucoup de cartes, c'est des synergies très sympas. Un petit peu lente dans l'optique duel commander, un petit peu lent, mais je pense que dans du commander EDH à un niveau pas trop élevé quand même, ça doit faire des trucs assez sympas, des mécaniques, un jeu qui mécaniquement est très sympa à jouer. Voilà, et puis c'est vrai que tout le deck en profite parce qu'il y a vraiment beaucoup de Goyf, donc beaucoup de synergie avec des cimetières pleins. Plus le cimetière est plein, plus le deck va en profiter. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe de Koram qui se booste en fonction de comment le cimetière est plein. Et qui lui est le général alternatif du deck et est très très fort aussi dans cette... Un peu plus agressif lui. Un peu plus agressif. Moins sur la synergie cimetière, mais un peu plus agressif. Et il permet d'avoir un petit peu plus de récursion d'ailleurs aussi. D'accord. Donc dans les nouvelles cartes qu'ils ont fait, forcément du Goyf à foison, du Goyf, du Polygoyf, et même du Polygoyf, du Polygoyf, du Urgoyf, du Nécrogoyf. C'est ça. Voilà, on va commencer par le Polygoyf, qui est donc même chose qu'un Tarmogoyf qu'on a expliqué, il se booste en fonction du cimetière, mais lui il arrive pour 3, mais par contre il a Trample, donc piétinement, et Myriade. Myriade, c'est-à-dire que quand il va attaquer, on va créer une copie pour chaque adversaire qui n'est pas attaqué par cette créature. Donc au lieu d'avoir un Goyf qui attaque une personne, on va aussi avoir 2 autres Goyf qui attaquent les 2 autres joueurs, les 2 autres adversaires. Très intéressant en multijoueur. En plus, ça trample. Effectivement, très, très fort. Quand on joue à contre 1, c'est moins bien. Mais bon. Oui, on a contre 1, c'est moins bien. Au moins, il a trample. On va avoir... Alors, ça, c'est une carte qui va sûrement revenir en multijoueur de façon plus globale. Final Act, qui est ni plus ni moins un Farewell, une sorte de Farewell, donc une sorte de Adieu. Qui est une carte blanche qu'on vous affiche. Donc Final Act est comme un Farewell, mais avec d'autres modes. Alors lui, il peut détruire toutes les battles qu'on n'a pas dans ce deck, mais il peut détruire toutes les battles, ils l'ont mis, c'est écrit. Et ils avaient beaucoup ils avaient de l'espace vide, donc ça, il fallait rajouter des trucs. Donc à la fin, ils ont commencé comme d'hab, les créatures, les planeswalkers, puis après au bout d'un moment, vas-y, les battles, les machins, on va leur enlever les compteurs poison. Voilà, c'est ça. Alors à noter quand même que Farewell exile les cartes, lui il les détruit, c'est pas exactement Alors Farewell, moi je trouve ça un peu trop fort, après je trouve pas ça super amusant comme carte. En multijoueur c'est très très fort. Ouais, mais c'est trop fort, mais exiler les cartes comme ça, moi je trouve que c'est trop punitif en fait. Oui, et puis c'est très facile de caster un Farewell, de remettre justement ce genre de deck en souffre, parce que ça exile toutes les cartes du cimetière, ça exile même les cimetières. Voilà, donc c'est plutôt fort.
Et par contre, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut enlever les marqueurs de tous les joueurs. Donc il peut enlever les marqueurs expérience et il peut enlever les marqueurs poison. Ce qui a quand même une utilité en multijoueur. C'est un peu de niche, mais il faut pas oublier que c'est à la fois un remover et qu'il peut faire ça en plus. Donc, ouais, puis c'est dans le package, quoi. C'est un peu le dernier petit bonbon que tu trouves au fond, voilà, tu n'avais pas prévu. C'est la dernière tout au fond du paquet, on l'avait pas prévu, mais bon, il fait toujours plaisir quand tu tombes dessus. Mais en tout cas, effectivement, cette carte risque d'être jouée. C'est un wipe noir vraiment intéressant, vraiment intéressant. Dans la même catégorie, on a une carte un peu politique qui est le Sohorn Nemesis. Et lui va mettre une target sur un player. Donc quand lui il arrive en jeu, il met une target sur un player. Et tous les dégâts qui vont être infligés à ce joueur vont être doublés. Donc ça permet de dire par exemple, bah, toi, de tout le monde, de toute la table, tu vas prendre x2 en dégâts. Il y a vraiment un mec, t'aimes pas sa gueule. C'est ça. Toi, tu vas prendre. Quelqu'un qui t'a cassé ton Sol Ring. Voilà. Il t'a cassé son Sol Ring. T'as cassé ton Sol Ring T1. Voilà, ça se fait pas. Toi, je te retiens, donc c'est bon. Voilà. Et par contre, oui, c'est vrai, la carte est très intéressante parce qu'effectivement, elle met une target. Mais les gens, à la fin des parties multi-commandeurs, ils se battent des fois vraiment dans la rue ou pas? Alors non, les joueurs Magic sont très passifs. Non, oui, ça arrive. Des fois, il y a de l'énervement, des fois. Je me dis, bon. Et c'est ce genre de carte qui aide bien aussi l'énervement. Et là, alors, oui, bon. Voilà. L'enchant de terrain qui va créer des Tarmogoyfs. C'est pareil, on vous disait, vos Tarmogoyfs foil Jap à 500 balles, vous ne les jetez pas. Oui, ça peut être pas. Ils peuvent servir à faire des tokens en Commander multi. Et oui. Donc on a le Tarmogoyf Nest, qui est le nid de Tarmogoyf, et qui est littéralement ce que tu viens de dire, Yannick. Voilà, avant il y avait le Squirrel Nest qui créait des écureuils, maintenant on a le Tarmogoyf Nest qui crée des Tarmogoyfs. On engage, on paye 2 et on a un Tarmogoyf. Donc voilà, clair, net et précis. Bon, après c'est plus pour le fun peut-être un petit peu cette carte, parce que bon, après la carte peut être bien, mais bon. La carte va être bien, c'est sûr, elle va être jouée. Mais c'est quand même rigolo, oui, voilà, c'est rigolo de voir qu'un enchantement fait des Tarmogoyfs alors que le Tarmogoyf a été idolâtré pendant des années et des années. Moi j'ai bien aimé aussi en Goyf, j'aime beaucoup alors je connais pas sa traduction française, c'est le Barogoyf, qui est comme un Tarmogoyf qui va au nombre de types de cartes dans les cimetières et qui va aussi avoir Death Touch et l'INV pour 3, ce qui fait quand même 2 capacités qui sont plutôt intéressantes. Et quand il va faire des dommages à un adversaire, vous allez vous meuler autant de cartes. Ce qui fait que du coup, vous allez nourrir votre mécanique de votre jeu et faire grossir vos Tarmogoyfs. Oui, c'est une carte très intéressante. Il y a beaucoup de nouveaux Goyfs qui sont intéressants. Je vous invite à les découvrir dans les decklists. C'est cool, hein, franchement. Comme dans les Eldrazi, on a des nouveaux Goyfs. On avait des nouveaux Eldrazi, on a des nouveaux Goyfs. C'est franchement très intéressant. Mais après, le deck, même s'il est Tarmogoyf, il ne faut pas oublier que c'est un deck avant tout cimetière. Ouais. Donc il est très adaptatif. Tout à fait, ouais. On n'est pas obligé de rester sur un thème Tarmogoyf. On peut aussi dériver sur un côté un peu plus cimetière. Il y a de quoi faire. C'est un deck, très varié, très intéressant. Mais ouais, c'est ce que je disais sur les synergies. Bon, là, on va passer sur les reprints un peu des anciennes cartes qui sont présentes dans le deck. On voit notamment, par exemple, qu'ils ont mis la colère et la force, qui sont 2 cartes qui, si elles sont au cimetière, vont donner la haste et le trample, je crois, à vos créatures. Oui. Du coup, vont vous permettre d'avoir des effets immédiats. Donc, vous avez des cartes, on va le voir, donc comme Grist, qui est une carte un arpenteur qui va vous permettre non seulement d'avoir de la gestion, mais surtout de meuler votre deck, donc de nourrir les Tarmogoyfs et en même temps de faire des créatures pour pouvoir bloquer en début de partie, parce que les Tarmogoyfs en début de partie, forcément, ils sont pas très gros. Ils sont pas très gros, oui. Donc, l'ultime de Grist, son -5 peut être très très fort avec un deck qui file le cimetière comme ça. Ouais, non, tout à fait. Non, puisque vous allez faire autant de dommages que de créatures que vous avez au cimetière, c'est ça. C'est ça. Et voilà, des gros tons que vous allez pouvoir réanimer avec 2-3 sorts dans le deck, même si c'est moins axé sur ça. Voilà, c'est pas de la réanimation, mais quand même, des fois, ça fait quand même plaisir d'aller chercher un truc très spécifique au cimetière. Et notamment l'Archonte de la Cruauté. Qui est l'Archonte de la Cruauté. On peut commencer par lui. Dans les reprints, un des reprints les plus intéressants du deck est l'Archonte de la Cruauté. D'ailleurs, j'ai bien aimé dans leurs reprints, ils font souvent des cartes qui ont quand même eu une influence en moderne. On reste sur des decks qui ont un sous-type moderne. On est sur peut-être la meilleure créature, une des meilleures créatures à animer de tout Magic en ce moment. Ça va se battre peut-être avec le démon là, qui fait un démonique tutor aussi, mais je pense quand même que ça reste la meilleure, intrinsèquement ça reste la meilleure créature à gagner, avec peut-être l'Archonte blanc-noir peut-être. C'est vrai, mais lui en tout cas en ce moment est très joué et ça fait plaisir de le voir. En plus c'est une carte qui est plutôt onéreuse, alors là forcément elle va être éditée, elle va baisser un petit peu, mais c'est quand même une carte très intéressante à avoir. Dans la même catégorie des trucs à réanimer qui sont forts, on a Junji. Alors le deuxième Junji,
c'est celui de Kamigawa, le Néon. Ouais, parce que l'autre, alors il s'appelle pas Junji, mais il y a un dragon dans le premier Kamigawa, Kokusho, qui fait à peu près pareil. Kokusho, alors c'est pas tout à fait la même délire, mais Kokusho, je crois que quand il arrivait, il faisait Drain Life. Quand il mourait, il faisait 5 dommages et tu gagnais 5 à tous les joueurs. Oui, mais du coup en multi, tu gagnes 15. Oui, c'est autant que t'as. Ok, oui. Et du coup, on a Junji, qui est très intéressant dans le deck. Hein. Il peut réanimer, quand il meurt, il fait des trucs. Junji, très bonne carte. On a Selvala, Earth of the Wild, donc la Selvala verte, qui elle va servir un petit peu de. C'est une très bonne carte. On présente plus Selvala en multi encore plus. Qui va servir vraiment de faire beaucoup de mana rapidement dans la game. Et on est quand même sur un deck qui va avoir un but aggro. C'est mid-range, mais c'est aggro. Oui, c'est mid-range quand même plutôt agréable. Oui, bien sûr. Dans le sens où on va quand même vouloir faire des phases d'attaque. Et c'est vrai que ce genre de carte aide beaucoup à faire des phases d'attaque intéressantes, à avoir du mana rapidement, à faire des gros trucs. Et le dernier reprint dont je voulais vous parler, c'est The River Cleaver. Non, ça je connais pas, toi. Alors, c'est une carte qui vaut son prix, qui nous vient. Alors, si je dis pas de bêtises, elle nous vient de Donjons et Dragons. Ça a une bonne gueule de carte de Donjons et Dragons, effectivement. En gros, c'est un équipement. Donc, c'est un équipement qui se pose pour 3 et qui s'équipe pour 3 aussi. Quand la créature elle gagne plus 1/+1. Par contre, quand elle inflige des dégâts, tu crées autant de trésors que de dégâts qu'elle a infligé. Ah oui, ça c'est Commander multi, ça. Hein. Créer des trésors, on aime bien. Hein. C'est ça. Et surtout quand on a des gros Tarmogoyfs qu'on peut équiper ça dessus, et hop, on gagne beaucoup de trésors. On peut remettre d'autres Tarmogoyfs, des tokens Tarmogoyfs. Des tokens, effectivement. Voilà. Donc oui, voilà, c'est des très bons reprints dans ce Non, voilà, vous avez des trucs sympas, vous avez de la gestion avec des cartes comme Pulsation du Maelstrom, comme Kolaghan's Command. Vous avez une belle réédition du Garruk Apex Predator qui commençait à se faire rare, qui n'avait pas été réédité depuis longtemps. Donc non, c'est un deck qui est assez complet, assez sympa. Franchement, moi j'aime bien. C'est pas mon deck préféré. Mon deck préféré, on va y arriver juste après de ces 4. Mais j'aime bien ce qu'ils ont voulu faire avec ce deck. Oui, très très intéressant. Alors peut-être des cartes de l'extension. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de l'extension? Alors la nouvelle Grist, qui est une double carte, franchement peut être intéressant parce que c'est toujours dans cette synergie cimetière, réanimation. Cimetière, réanimation. Ouais. Le Nethergoyf. Bon, forcément, lui, si on ne met pas là, lui, bon. C'est vrai. Il sort un en plus. Que vous avez présenté, il me semble, dans la vidéo. On en a pas mal parlé, on le décrit comme étant une très très bonne carte. Moi je pense effectivement que c'est une très bonne carte. Déjà, il sort à 1. Mais par contre, alors il fait l'effet du Tarmogoyf, mais que sur les cartes de ton cimetière. Ouais, non, sinon, au bout d'un moment, déjà, Tarmogoyf, ça sort à 2, ça soit un peu désuet, mais là, je commence à faire un Tarmogoyf pour 1. Au bout d'un moment, on y arrivera peut-être. Attention, on va y arriver un jour ou l'autre. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce deck file beaucoup de ton cimetière à toi. Donc du coup, le Nethergoyf va être facile à... Moi j'aimerais bien rajouter le Shifting Woodlands, qui sont Sylve. On en parle dans la vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps. C'est ce terrain, donc vous avez affiché, qui peut devenir un permanent du cimetière. Donc là, typiquement, comme interaction, on l'a vu avec l'archonte de la cruauté, ça va être, vous avez votre archonte de la cruauté au cimetière, le terrain va devenir un archonte et vous allez attaquer. Et là, vous allez du coup trigger ses capacités d'attaque. Donc c'est très intéressant puisque le but c'est de nourrir le cimetière. Là, vous allez avoir un terrain qui va devenir une copie d'une créature, d'un permanent au cimetière. C'est un terrain qui est très intéressant dans le deck parce que déjà, il n'a pas beaucoup de conditions. Il fait du vert, il arrive si on contrôle une forêt. Et en plus de ça, effectivement, vu que les cimetières vont être très fournis dans le deck, on a beaucoup de choses à copier, beaucoup de choses qu'on a envie de copier. Et oui, un land effectivement qui est très impactant. Oui. Voilà, et du coup, comme on parle de terrain, on va de suite enchaîner sur le prochain deck. Et celui-là, c'est mon petit coup de cœur, je l'adore. C'est le terrain, c'est le bleu vert terrain. Et c'est parti pour ce troisième deck qui s'intitule Terrain Traître, qui est un jeu bleu-vert et qui est basé sur les synergies des terrains. Voilà, des types de terrains. Alors, pas des types de terrain, mais des terrains, parce qu'après c'est quand même un jeu qui est très basé sur... Oui, c'est un deck terrain. D'ailleurs, il a plus de terrains. Alors, tous les decks qu'on vous présente aujourd'hui ont 38 terrains, qui est la moyenne générale de tous les decks Commander. Ils mettent 38. Lui, il en a 44. Mais ne soyez pas déçus, ce ne sont pas des terrains de base. C'est des terrains très très forts, on va vous en parler. Il y a eu quelques decks terrains, il me semble. Il y a eu quoi? Il y avait eu Aesi, je me rappelle, on en parlera tout à l'heure. Aesi, même dans l'extension Croix Tonnerre, il y en avait un aussi où il y avait un petit peu plus de terrain. Mais effectivement, là, on est sur un deck où il y a des terrains vraiment très puissants. On est sur des mécaniques très populaires, les terrains. Pour faire une petite anecdote Duel Commander, bien sûr, comme d'habitude. On a le jeu Azusa, qui est un jeu très populaire, un jeu mono-vert basé sur les terrains, qui joue pareil énormément de terrains, avec tous les terrains utilitaires. Vous avez aussi, c'est Kellan, je crois, qui est une carte qui permet d'avoir un jeu synergique basé autour des terrains. Oui. C'est quelque chose que les gens aiment bien. Et c'est vrai que les terrains, c'est toujours
très sympa parce qu'on d'en poser plus, de faire des effets avec et tout ça. Gitrog. C'est Gitrog par exemple. Bah oui, puisque Gitrog, effectivement, Guigui comme on l'appelle. J'étais obligé de mentionner Gitrog. Oui, forcément. Et donc les gens aiment bien. C'est des synergies qui sont cool. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Hein. Oui. Moi, ce deck, c'est mon préféré des 4. Hein, je vais vous le dire tout de suite. Oui. Et puis là, il a ce côté original. Donc on va jouer sur le type de land. Voilà, ça c'est très nouveau. Écoutez bien. Donc on parle pas du type basique du land. Donc souvent un land a un type basique. Donc il fait une couleur forêt, île, etc. Là, on va parler des sous-types. Donc, alors, en vérité, le sous-type, c'est marais, forêt et tout. Là, on va parler donc je crois même qu'on dit un surtype, même si je ne m'abuse. Je crois, oui. Que le sous-type, ça doit être forêt. Et là, on parle donc du type. Donc, c'est-à-dire ce qu'il va avoir écrit après. C'est-à-dire désert, cave, porte et locus. Locus, vous avez après bien sûr forcément les trois repères. Landes, voilà. Et ce qui va nous intéresser, ce qui nous intéresse vraiment, ce qui va intéresser beaucoup de joueurs de Legacy, c'est qu'il a aussi les types des Landes d'Urza. Des Landes d'Urza, c'est-à-dire centrale énergétique, mine et tour. Alors tu veux expliquer peut-être un petit peu les Landes d'Urza? Alors les Landes d'Urza, effectivement, oui, tout à fait, puisque on fait appel à Papy quand il faut parler des cartes. Là c'est lancé. Donc oui, effectivement, ce qu'on appelle plus communément le tronc. Le tronc. Le tronc, c'est un ensemble de 3 terrains, sorti à l'époque dans l'édition Antiquities. Oui. Et donc, Antiquities, toi, alors là, t'étais même pas, c'est même pas que t'étais pas né, c'était même pas un projet. Antiquities. Donc du coup, très bien son nom. Donc, ouais, c'est pas faux. Donc du coup, c'est des terrains qui, quand vous les, donc un terrain faisait un mana incolore, chaque terrain faisait un mana incolore quand il était pris de façon séparée. Mais une fois que vous aviez les 3, vous en aviez 2 qui faisaient 2 mana et un qui faisait 3 mana. Ce qui vous fait, si vous faisiez tour 1, tour 2, tour 3, vous aviez 7 mana. C'est vraiment quelque chose qui a traversé le temps, qui a été réédité après dans diverses éditions, et qui a traversé le temps, même de façon compétitive, puisque là, on est sur une édition qui s'appelle Moderne, Les Horizons du Moderne numéro 3. C'est très joué en moderne, le tronc. Oui, c'est encore joué en Legacy, en moderne. Parce que vous avez beaucoup de choses maintenant, parce que moi, à mon époque, quand on jouait, voilà, on les avait, on les posait, on avait la chance, on les avait les 3, et puis si on n'avait pas de chance, on avait 4 mines, et puis voilà. C'est ça. Mais maintenant, il y a énormément de supports qui vont vous permettre d'aller chercher, comme la carte d'expédition, présente dans ce deck d'ailleurs, qui vont vous permettre d'aller tutoriser, ou des regards sylvestres, qui vont vous permettre d'aller tutoriser des terrains et vous accélérer vers ce tronc. Et c'est régulier en moderne d'avoir les 3 terrains tour 3. De façon rapide. Est-ce que c'est bien pour Magic ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. En tout cas, ce qui est bien pour Magic, c'est que maintenant que tous ces tutors existent et que toutes ces synergies avec le type de land existent, on peut amener le tronc en multijoueur. Ce qui était jusqu'à là... C'était pas trop très difficile. Parce que en fait, le problème, c'est que sur des decks qui allaient tutoriser pas mal de land, on pouvait... Mais la règle du singleton empêchait donc d'avoir des copies des lands du tronc, donc on n'avait qu'un de chaque. Ouais, c'est pas faux. Ce qui est... Oui, c'est vrai qu'effectivement, on en voit très peu même. Voilà. Et en multi, il y a des lands assez forts déjà pour ne pas aller s'embêter à avoir un tronc pour avoir un petit peu plus de mana incolore. On a Sol Ring et Mana Crypt. Oui. Donc il n'y a pas besoin... voilà. On n'a pas besoin de ce genre de choses. Mais du coup, il va y avoir beaucoup de façons de les avoir et d'en profiter. Ok, super. Donc les 2 généraux. On a Homo Queen of Vesuva, la reine de Vesuva, et Gioti. Homo sera plus sur le thème donc qu'on vient de décrire, sur le type de land. Vraiment, donc elle va donner un marqueur tous sur une créature ou un land, et comme son nom l'indique, tant qu'elle est en jeu, elle va, le land ou la créature aura tous les types, soit de créature si c'est une créature, soit tous les types de land si c'est un land. Ok, donc ça va faire des combos parce qu'en plus vous avez Cloud Post dans le deck et tout ça, donc bon, oui, non, ça va, ok, ouais. Oui, et du coup, par exemple, pour tout ce qui synergie avec les déserts, va synergiser avec ce land qui a un marqueur tout ce qui a des synergies avec les portes, par exemple, tout ce qui est spécifique. Moi, j'ai un peu de mal à me projeter, sur ce général, j'avoue, Oui. C'est probablement fort, il va falloir le jouer pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que moi, je pense qu'il a énormément de potentiel, parce que déjà dans le deck, il va y avoir beaucoup de choses qui sont très intéressantes, on va y arriver, mais aussi en général, et surtout c'est un deck qui va évoluer, parce que les types de land, il y en a souvent des nouveaux, pas souvent, mais il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et on a souvent, par exemple, récemment, on a eu beaucoup de synergie désert, qui avait été mis en pause depuis longtemps. Ça veut dire qu'elle va synergiser avec les futurs types de land qui vont arriver. Le premier désert en Arabian Night, le désert. Oui, c'est vrai, qui n'était pas du type désert, il me semble. Qui a dû être mis du type désert plus tard, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de type sur les terrains, en fait. Mais ils l'ont rajouté après. C'est le désert original, le fameux. Qui est joué d'ailleurs de temps en temps, dans les decks Feldon, par exemple, en duel commandeur. C'est vrai, voilà, oui. Et alors, le deuxième commandant, lui, est plus land, moins type de land. Et il va créer une Dryad Arbor
en arrivant sur le champ de bataille et il en crée autant pour chaque fois qu'on l'a joué. Et il booste les lands de créatures en fonction de sa force à lui. Donc beaucoup plus agressif et plus sur l'animation de land. Très intéressant quand même. Oui, parce qu'après, forcément, qui dit terrain, il va y avoir des mécaniques avec des terrains qui vont s'animer. C'est ça. Il y a beaucoup de ce genre de mécaniques dans le deck. Ouais. On a plus en plus de cartes qui créent des Dryad Arbor d'ailleurs, qui créent des Charming Dryad. Pareil, une carte qui a changé beaucoup de choses dans Magic, l'air de rien, la Dryad Arbor. C'est vrai, avec un petit Zénith de Vers-Soleil, mine de rien. Oui. Et c'était Future Sight, Dryad Arbor Dryad Arbor, c'était Future Sight. En même temps que Tarmogoyf. En même temps que Tarmogoyf. Je vous rappelle un petit peu la base de Future Sight parce que c'était une extension qui était révolutionnaire à l'époque. Vous aviez des cartes avec ce design, vous allez être en train de voir à l'écran donc la Dryad Arbor et le Tarmogoyf. Donc un design totalement différent de ce qu'il y a maintenant. Oui. Alors je pense que Wizard of the Coast sur le coup s'est dit on va essayer de tout changer et on va leur proposer ça. Alors l'excuse c'était de dire que c'était des cartes qui venaient du futur, donc qu'on allait retrouver dans de futures éditions de Magic. Mais à mon avis, c'était une tentative d'essayer de changer le design. Oui. Bon, autant dire tout de suite, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu du tout. Moi, j'aime bien après un petit peu, mais effectivement, tout changer, non. Mais après, du coup, on voit parce que c'est pareil dans Fallout, ça ressemble un peu au design de Fallout qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Un design que je trouve dégueulasse d'ailleurs. Chacun ses goûts. Moi, j'aime bien. Chacun ses goûts, mais enfin bon, après, il y a des gens ils aiment bien manger. Allez, de suite. Il y a des gens ils aiment bien manger du pâté. Moi, je préfère manger du foie gras. Mais bon, après, chacun ses goûts. Donc. Revenons à nos moutons et notamment aux nouvelles cartes qui sont introduites dans ce deck. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est Sage of the Maze. Donc c'est un elfe qui va s'engager classique pour 2 mana. Donc il arrive pour 3, il s'engage pour 2 mana. C'est déjà fort. Il peut animer un land, ce qui est fort aussi, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout qu'on va pouvoir engager une porte pour le détaper lui. Donc ça veut dire globalement que toutes les portes qu'on a en jeu produisent 2 mana de la couleur de notre choix. Et ça peut être plutôt fort. Ça peut être très fort parce que on peut aussi avoir des choses qui détapent nos lands. Ça va faire encore plus de mana. On est sur une créature qui va être jouée dans tous les jeux de Gate. Parce qu'il y a, tu ne connais pas, mais il y a un archétype Gate qui j'aimais bien à l'époque de Dragon Maze. Dragon Maze, C'était pas très compétitif, mais j'avais joué un peu ça, c'était marrant. Il y a eu un des compétitifs sur la reprint des Gates. Quand ils ont sorti toutes les gates. Il y en a dans Baldur aussi des gates d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y en a dans les lands qui sont fournis dans le deck. Parce qu'on va retrouver des déserts, des gates et tout. Oui, tout à fait. Oui, non, voilà, j'ai regardé, j'ai vu surtout des déserts, des gates, je sais pas trop, il faudra peut-être les rajouter, mais il y en aura peut-être une ou deux. Après, voilà, celles qui sont en rapport avec. Il y a des gates, oui, tout à fait. Il y a des gates, il y a des avant-postes, il y a de tout. Et du coup, voilà, ce genre de carte qui va synergiser. Alors, il y en a plusieurs. Là, je vous présente l'elfe parce que c'est le plus logique à présenter et c'est le plus fort, je pense. Lui, pour la peine, il synergise avec les 2 généraux en plus. Voilà, il synergise avec les 2 généraux. Et en plus de ça, il y a des choses qui vont nous permettre d'ajouter. En plus de Homo, il va avoir des choses qui nous permettent de changer le type des terrains. Ça va être très fort. Je vais vous présenter aussi Aggressive Biomancie. Alors, elle, c'est encore autre chose. On est sur de la création de tokens, mais qui vont arriver en tant que copie d'une bête. Donc là, on est sur du big mana. On est quand même sur un jeu land avec des grosses créatures. Et on va copier la bête à X. Et toutes les copies vont fight une autre bête. D'accord. Ah oui. Donc on est sur un sort qui va demander beaucoup de mana, mais qui est très intéressant. Et en multi, on aime bien. On est dans un pack quand même qui demande d'avoir pas mal de défense quand même. Il faut arriver quand même à pas mal. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, bleu-vert, c'est une combinaison de couleurs qui est toujours un peu problématique, parce que, enfin problématique, pas problématique, mais bon, c'est 2 couleurs très sympathiques. Mais c'est des couleurs où, par essence, tu n'as pas de gestion. En fait, tu ne joues pas blanc, tu ne joues pas noir, tu ne joues même pas rouge. On n'a que le counterspell. Donc tu n'as pas de vrai removal, au sens que tu vas détruire les créatures de l'adversaire. Donc tu peux souvent les transformer, les remonter dans la main, ou tu peux combattre avec le fight. Mais c'est vrai qu'effectivement, donc ça demande des choses un peu, voilà. Donc vous voyez par exemple dans les cartes rééditées, vous avez Propagande. Oui. Je sais pas trop ce que ça vient faire là, mais c'est pas. Propagande est très joué en multijoueur. Voilà, alors ce qui est bien, je pense, surtout Propagande, c'est pour éviter de faire rusher par les decks aggro. En fait. C'est ça, c'est pour permettre un petit peu de temporiser les attaques. Et surtout, comme là, tu as un jeu qui, mine de rien, dont la base c'est de poser des terrains. En posant des terrains, tu n'agresses pas tes adversaires. Donc il va falloir que tu mettes en place une stratégie plutôt sur le long terme. Et il faut quand même survivre pour arriver à ce long terme. Et ce genre de carte comme Aggressive Biomancie permet justement de temporiser ça. Et puis c'est quand même
une grosse carte de création de tokens, de copie de cartes, qui est très très intéressante. Et qui d'ailleurs on va voir sûrement hors du deck aussi. Parce que je pense très très fort. Alors, on peut pas passer au tour. Il y a quelques lands très très intéressants dans le deck, dont Horizon of Progress. Alors, c'est un peu ce qu'on appellerait une sorte de Canopy Land. C'est-à-dire que il va falloir payer un mana pour faire... il va falloir payer un point de vie pour faire un mana coloré. Alors lui, c'est un peu comme une Reflecting Pool. C'est en fonction des types de terrain qu'on contrôle. Donc par exemple, si on contrôle du blanc, on va pouvoir payer un point de vie et faire du blanc. Il peut se sacrifier comme un Canopy Land en payant 1, en sacrifiant pour piocher une carte. Mais surtout, la ligne qui nous intéresse, c'est que pour 3, on peut l'engager et poser un land de notre main sur le champ de bataille. Et ça, effectivement, c'est très fort. C'est un land qui va poser un autre land. On peut peut-être le détaper, on va arriver à le détaper, ou le sacrifier, le rejouer du cimetière. Il va y avoir des trucs à faire avec ce land-là. Et ce qui est bien, c'est que, encore une fois, dans ce deck-là, il est très fort, mais globalement, en multijoueur, on risque de le voir beaucoup revenir, parce que il va dans tous les decks, quasiment. D'accord. Ouais, et en parlant de terrain, vous avez aussi un deuxième terrain qui est dans le deck, qui s'appelle Nexus Planaire, qui lui, par contre, est vraiment un terrain qui va amener beaucoup plus. On reste sur la même synergie que Homo, puisque vous allez avoir ce terrain qui est un terrain qui a tous les types de terrain non base. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ce terrain va avoir les 3 types: centrale d'Urza, tour d'Urza, mine d'Urza. C'est ça. Donc ce qui fait que avec 2 terrains, ça suffit pour que ça marche, c'est ça? Il a les 2 types puisqu'il a mine et tour. D'après ce que j'ai compris, oui, parce que la mine demande d'avoir les 2 autres. Et la condition est remplie par ce terrain-là, oui. C'est effectivement, on en a un peu discuté, on n'est pas tous d'accord sur ça. Oui, parce que c'est vrai que le point de règle est un peu flou. Le point de règle est un peu flou, mais effectivement, vu qu'il a tous les types, il a forcément les types centrale et tour. Donc si vous avez une mine, ben forcément vous avez les 3 en fait. Il est à la fois mine et à la fois tour. Donc logiquement, vous contrôlez les 3 et donc vous allez pouvoir potentiellement au deuxième tour, vous allez avoir 3 manas. Ou 4, si vous avez celui qui fait... Oui, selon si vous avez la tour. Si vous avez la tour ou pas. Lui, par contre, ne change pas. Lui fera toujours un seul mana. Mais il va aussi, bien sûr, avoir porte, repère, et il fait un mana, un color normal, et il peut même filtrer le mana. Donc, voilà, ça, c'est un terrain qu'on risque même qu'on va retrouver. On risque de voir même dans des formats beaucoup plus... comme le Legacy. Bien sûr. Peut-être, voilà. En tout cas, c'est une carte très intéressante, oui. Et un dernier petit enchantement pour 3... Tout simple, c'est un enchantement qui vient en tant que copie d'un land. Alors, ça paraît anodin, mais il y a des lands en singleton qu'on a vraiment envie d'avoir en 2 fois. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pouvoirs dans le deck, comme Vesuva, qu'on verra tout à l'heure, qui permettent de faire ce genre de choses, de toute façon. Et on a eu le clone, le copie enchantement, le copie artefact, alors le copie land. C'est ça, le copy land. Et oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui copient dans le deck. Bon, on est dans du Simic, de toute façon, il y a beaucoup de copies de base déjà. Mais effectivement, il y a beaucoup de copies, de land, beaucoup de choses variées dans ce deck. Alors, je te propose qu'on parte sur reprint. Allez, ouais, reprint de cartes. Alors là, du coup, celui-là, il est très très fourni en bonnes cartes. Voilà, alors oui, c'est vrai que... Déjà, c'est déjà un petit peu mon préféré aussi parce que le deck est très intéressant et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout en multijoueur. Mais là, les reprints sont aussi très très intéressants. Ouais. On a l'Apex Dévastateur, 10 pour 10, cascade, cascade, cascade. Non, je ne bégaye pas, c'est bien 3 fois cascade. Cascade. C'est ça. Triple cascade. Qu'on connaît bien en multijoueur, qui est très très joué et qui est très très fort. Alors, en plus dans le deck, il y a des gros CCM, des gros coups de mana, donc ça va être intéressant d'aller les chercher avec ça. Et puis même, de toute façon, même si ça tombe sur des choses un petit peu plus modestes, c'est triple cascade, c'est une 10-10. De toute façon, on va pas se mentir, le but, ça va être d'aligner les terrains, de générer beaucoup de mana, et après d'arriver sur des créatures quand même assez puissantes, que ça soit lui, ou que ça soit aussi bien sûr le Vengeur de Zendikar ou le Terrastodon, qui vont vous permettre de faire des effets. Le Vengeur de Zendikar va vous permettre de vraiment envahir le board, ou alors le Terrastodon va vous permettre de gérer des permanents ou des choses que vous ne pouvez pas gérer, surtout quand vous jouez vert bleu en général. Donc voilà, ça c'est un peu le bout de la curve comme on dit en général. Oui, et puis voilà, il y a des grosses bêtes dans le deck, c'est bien de les faire venir. Il y a aussi un côté landfall dans le deck. Quand même, il y a Tatuova, il y a, comme on a dit, l'Avenger of Zendikar. Le Balotte déchaîné. Le Balotte déchaîné, voilà. Quand même, on aura une base land et landfall parce que, voilà. La colonie scalaire aussi.
Oui, il y a Cody Scaler. Scaler, c'est un vrai kill. Oui, et du coup, oui, c'est un deck quand même qui a de la ressource clairement pour kill. En fait, on va pouvoir faire de la value avec les types de land et tout ce qu'on vient. Ils sont allés chercher un petit peu chaque concept de chaque terrain en fait. Chaque on va dire concept, chaque synergie associée au terrain a été cherchée. On a des grosses cartes. On a par exemple Uro, qui est un reprint de deck. Bien sûr. Uro qu'on ne présente plus, même en multijoueur qui est très très fort. Alors bien sûr, il n'est pas aussi fort en multijoueur qu'il n'est dans les formats. C'est autorisé en commandant, Uro oui, il est autorisé. Parce que c'est pareil, il n'est pas aussi fort bien sûr, dans un format comme le multi, mais il reste quand même très très correct, surtout dans un deck comme ça. Il est très très puissant. Il est comme un poisson dans l'eau dans ce deck. On a le Rian of the Elysian Grove qu'on ne présente plus non plus, avec un nouveau design qui est très joli, je trouve. Pareil, qui a stabilisé le mana, pouvoir faire un land supplémentaire, beaucoup de choses. Vesuva, qui est un land qui va arriver comme une copie d'un autre land, donc très très fort. Et on va avoir Dark Death. Dark Death qui s'affiche à l'écran, et comme tu disais tout à l'heure, qui crée cette fameuse 20-20. Voilà, qui est la base en fait de tous les jeux de terrain en fait. Souvent le kill, ça va être donc Dark Death, obscurité profonde si je ne m'abuse en français, et qui va être associé à scène de théâtre notamment, donc qui est présente dans le deck. Donc vous allez, pour expliquer, vous allez copier la carte Dark Death, qui est une carte légendaire. Donc à ce moment-là, vous allez choisir d'en garder qu'un seul. Tous les compteurs La copie n'a pas de compteur. La copie n'a pas de compteur. Donc vous gardez la copie et vous enlevez l'original sur lequel il y a les compteurs. Et la copie, donc comme se retrouve en jeu sans compteur, il y a un effet qui va dans la... c'est même pas un effet qui va dans la pile d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas contrecarrer cet effet. Et donc ça crée... La copie va au cimetière et ça crée un 20-20 vol indestructible. Voilà. Alors, pendant très longtemps, ça a été très fort. Maintenant, c'est vrai que entre les boons, Solitude, etc., c'est un peu moins fort. Surtout en multi. En multi, c'est pas aussi fort que dans en plus, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en 1v1, tu one-shot le mec, c'est fini. Nous, on a 40 points de vie. Voilà, en plus, il faut aller les chercher. Mais ça reste quand même très fort d'avoir une 20-20. Tout à fait. Surtout qu'en plus, tu peux le faire relativement vite. Tu vas pouvoir, en plus, on voit dans le deck qu'il y a une carte comme excavatrice de Ramunap qui va te permettre de rejouer tes terrains du cimetière. Donc ça veut dire que tu vas peut-être pouvoir faire même plusieurs 20-20 au cours d'une partie. En fait. Et Copy Land, par exemple, que j'ai présenté, est d'une carte qui fait qui synergise aussi avec Dark Death, qui permet de faire le token. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de façons d'y arriver. Dans les cartes à rajouter... Alors, dans l'extension, il y a l'Urza's Cave, évidemment. Alors, on aurait pu la dire dans tous les decks. L'Urza's Cave en multijoueur, ça va être... mais là, il est encore mieux parce que c'est pour 3. Vous allez la sacrifier. Dans ce deck-là, il la faut absolument. Mais c'est vrai que c'est une carte extraordinaire qui va en multijoueur être jouée dans quasi tous les decks. C'est super fort. Et là, donc, du coup, c'est un land qui permet de tutor à un autre land, en gros. Tout simplement. Et voilà, donc dans ce deck-là, super. Il y a Flare of Cultivation. Voilà, on en parlait dans la vidéo de l'autre jour, c'est les flamboiements, donc les fameux, et le vert du coup qui vous permet de faire une culture, en sacrifiant une créature verte. Donc il va falloir trouver une petite créature verte non token. Mais il y en a pas mal dans le deck. Il y en a quelques-unes quand même. Donc ça va vous permettre d'accélérer. Moi j'aime beaucoup dans ces Genèse planaire. Donc il y a un éphémère pour 2. On en parlait un petit peu l'autre jour aussi, qui va vous permettre de regarder les 4 cartes dessus de votre bibliothèque, de mettre un terrain en jeu engagé, ou de récupérer une carte dans votre bibliothèque. Donc ça, c'est toujours une petite cantrip. Il y a d'ailleurs Spirale Grosse dans le deck, puisqu'on est toujours dans essayer de rajouter des terrains. Et en plus, si on peut piocher au passage, c'est bien. Dans tout ce qu'on va pouvoir ajouter comme carte, bien sûr, tout ce qui va vous permettre de poser du terrain additionnel, qui va aller de l'exploration à, on en parlait tout à l'heure de la Dryade, mais il y a aussi la Coursière de Crufix qui est pour moi un prérequis de ce genre de deck, puisqu'elle vous permet de jouer la carte du saut de bibliothèque si c'est un terrain et de gagner un point de vie chaque fois que vous allez jouer un terrain. Donc, Oracle de Muldaya, pareil. Double portion de frites. Même chose. Oracle de Muldaya, tout à fait. Des choses qui vont permettre de faire des landes supplémentaires. Tout ça. Alors après, il va falloir trouver l'équilibre parce que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver avec que ces cartes-là. Il y en a quand même beaucoup qui existent. Précipice glaciaire, on en parlait. On est sur un jeu terrain, donc on joue sur un terrain bleu-vert. Pour ne pas mourir, Précipice glaciaire, c'est la base de tous les jeux de terrain. De toute façon, Précipice glaciaire que vous voyez à l'écran. Donc, ce qui vous permet de survivre. Et vous allez même pouvoir le sacrifier à tous les entretiens. Et avec un Ramunap excavatrice ou avec une vie du terreau qu'on peut vous conseiller d'ajouter dans le deck. Vie du terreau qui est la base de tous les jeux de terrain, qui va vous permettre de...
voilà, de faire revenir votre précipice glaciaire et de ne pas mourir. Voilà, donc vous avez compris tout le système, c'est du jeu terrain. Voilà. Et du coup, on va en abuser. Il est amené avec une spécificité sur ce type de land, mais ça reste un jeu land, ça reste un jeu terrain. Donc tout ce qui va dans le jeu terrain, tous les effets d'exploration vont aller bien dans ce deck-là. Allez, on va attaquer la dernière ligne droite avec le deck énergie. Et nous voilà arrivés dans cette dernière partie de la vidéo, puisqu'on va attaquer le dernier deck, le 4e, qui est un deck basé sur les énergies, donc non pas une radio musicale comme tu l'avais l'air de le penser, Lucas, mais plutôt comme la synergie énergie qui est apparue au moment de Kaladesh, et qui est on va dire une espèce de façon alternative de dépenser du mana. C'est ça. C'est pas du mana, mais c'est pas du mana, mais vous allez gagner des énergies. Donc vous allez vous noter avec des marqueurs le nombre d'énergies que vous avez. Et ces énergies vont vous pouvoir d'agrémenter vos sorts ou de jouer des capacités sur certaines cartes qui le nécessitent. Donc voilà. Donc du coup, ce deck s'appelle Énergie Créative. C'est ça. Et on va attaquer de suite par les généraux, qui sont deux généraux avec deux optiques un peu différentes autour de ce deck. C'est ça. Alors, pour commencer, on a Satya, qui est le général principal du deck, qui lui va créer des copies de créatures quand il attaque. Et si on veut garder cette copie, il va falloir payer en énergie, donc, autant que le CCM de la bête qu'on a copié. Donc ça peut faire des choses assez violentes. C'est quand même une copie à chaque attaque. Et en plus... Et lui, il a Haste en plus. Donc... Voilà, ça donne de l'énergie. On n'est pas obligé de payer pour garder la bête. On peut la laisser mourir. Et des fois, ça va être avantageux de la laisser mourir si on a des choses qui ont un effet à la mort. Surtout qu'il faut bien se dire que tout le deck est construit de façon à ce que vous ayez le plus d'énergie possible en réserve. Voilà, il y a beaucoup de générateurs d'énergie. Alors, on avait déjà un deck énergie dans Fallout, dans les commandeurs de Fallout. Et je dois t'avouer que il marche, mais effectivement, l'énergie en multijoueur, ça a toujours été compliqué. Après, il n'y a pas beaucoup de support pour l'instant. Hein. Tu disais, il y a un deck en Fallout, puis après, un peu en révolte éthérique Kaladesh. On a des cartes en révolte éthérique. Mais bon, pour l'instant... Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Par contre, donc vous l'avez remarqué si vous avez lu la decklist du deck, ce deck-là, apparemment, va apporter vraiment un souffle il y a beaucoup de cartes qui font des énergies, et il y a du support aussi d'ailleurs dans l'extension elle-même. Hein. Il y a beaucoup, oui, c'est vrai que MH3 globalement, il y a de l'énergie, et en plus de ça, là, on est vraiment sur un deck qui va en profiter un maximum. Il y a beaucoup de trucs qui profitent de l'énergie et surtout de génération d'énergie. On manquait un petit peu de choses qui généraient de l'énergie, là on en a beaucoup, donc très très intéressant. Donc j'ai présenté Satya, le deuxième commandeur c'est Kaste, qui, elle, n'a aucun rapport avec l'énergie, mais avec les créatures artefacts. Aucun rapport. C'est un général qui prolifère. Et en proliférant, vous allez quand même pouvoir rajouter des énergies à votre réserve. Il me semble qu'on peut proliférer les énergies. Je veux pas dire de bêtises, marqueur, a priori. C'est un marqueur, et la prolifération, vous permet de rajouter des marqueurs, que ce soit des marqueurs poison, que ce soit des marqueurs plus 1 plus 1, ou des marqueurs énergie. Mais dans tous les cas, c'est un général qui va synergiser avec les créatures artefacts. Et effectivement, c'est très fort. C'est très très fort dans le deck parce que la majorité des créatures, vous allez voir, sont artefacts. Voilà, c'est énergie artefact, un petit peu le thème du deck. Oui, le thème du deck, c'est Jeskai. Donc même petite bête artefact, parce que là, on voit que ce général, il a la fabrication, il y a d'autres créatures fabrication, il y a d'autres sorts dans le deck qui vont permettre de créer des jetons artefacts, des cerveaux par exemple. Des cerveaux, oui, des petits tokens. Donc du coup, il y a il s'est un peu mélangé, ils ont essayé de mixer les deux, mais on est quand même beaucoup sur l'énergie. Voilà, un peu comme le deck Simic, les deux généraux sont vraiment indépendants l'un que l'autre. Ils se complètent entre eux dans le deck parce qu'ils vont tous les deux gérer une partie du deck. Mais effectivement, il va falloir choisir peut-être à un moment donné. Si on veut faire évoluer le deck, il va falloir choisir un petit peu entre les deux. Voilà. Donc on attaque de suite les nouvelles cartes. Et pareil, alors là, ce deck, il y a énormément de nouvelles cartes intéressantes. Beaucoup de gens se hype, beaucoup de personnes discutent sur la puissance des cartes parce qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes intéressantes. Je ne peux pas tout vous présenter bien sûr, on va vous présenter une petite partie. Mais en tout cas, ce que nous on a retenu. Le Razorfield Reaper, par exemple, donc, qui apparaît à l'écran, est une créature qui a reconfigure. Donc elle peut devenir un équipement. On a vu ça dans Neon Dynasty, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et quand elle va attaquer, elle va donner déjà de l'énergie, donc ce qui est toujours bien, mais surtout elle va se booster en fonction de l'énergie qu'on a. Gagner plus X plus X. Et ça va très vite dans ce deck. On a vite beaucoup d'énergie.
Déjà, c'est une 3-3 pour 3 et qui va pouvoir devenir encore plus grosse. Et bien sûr, quand elle s'équipe à une bête, quand elle se reconfigure, elle booste la bête. en et fonction du coup, de si quelqu'un tue la bête, bah, du coup, si jamais on veut vous tuer ça, vous pouvez reconfigurer et le passer en équipement. Vous ne tuez pas la bête, du coup. Enfin voilà. C'est plutôt intéressant comme très très bonne carte. Alors les gens qui attendaient les marqueurs énergie attendaient laser raffinerie. C'est tout bête, mais à chaque fois qu'on gagne, l'énergie qu'on gagne, c'est x2. x2, on l'attendait depuis longtemps. C'est x2, donc si j'en gagne 2, j'en gagne 4. C'est ça, c'est vraiment x2. Bon, après ça sort à 6 quand même. Hein, donc, bon. Ça sort à 6, mais ça permet aussi de faire des gros tokens en payant de l'énergie, et ça c'est bien aussi. Ouais. Très, très très bonne carte. Surtout que c'est un artefact, donc il y a moyen de le... Alors oui, c'est un deck, je précise pas, mais bien sûr la créature avant était artefact. Et tout quasiment est artefact dans le deck. On a vraiment une grosse synergie. Ouais, et du coup, c'est vrai que le deck est très basé sur le fait d'accumuler de l'énergie, de gérer le début de partie pour arriver après à un moment donné où vous allez avoir des sorts, des artefacts qui vont vous permettre de rentabiliser toute cette énergie. Voilà. On est sur un deck quand même assez créatureux qui va créer des tokens, qui va créer qui a des grosses créatures qui vont profiter de cette énergie justement. Pas mal de gestion. De la gestion, pouvoir gérer le début de partie. En plus, vous jouez quand même bleu, blanc, rouge, ce qui vous permet non seulement d'être patriote, mais en plus d'avoir tout accès à des blasts, des anti-bêtes et des contre-sorts. Oui. Du coup, dans le même principe, on a le Sphinx de la révélation qui lui va nous donner de l'énergie pour chaque PV gagné. On a pas mal de choses qui font gagner des points de vie dans le deck. Ouais, alors lui, c'est vrai qu'il est cool quand même. Déjà, il fait des révélations du Sphinx quand vous payez 3 que vous l'engagez. Alors je le dis maintenant, même si normalement c'est pour plus tard, il synergise énormément avec l'Aetherflux Réservoir, qu'on connaît très bien, et qui a ce côté Aetherflux, thème Kaladesh aussi, c'est très très bien. Tout ce qui va faire gagner des points de vie, mais bon, on force forcément à l'Aetherflux Réservoir quand on pense à cette carte. Et une carte que j'aime beaucoup, qui est la Localised Destruction, qui est un Rasboard blanc pour 5, mais qui va rendre indestructibles vos bêtes en fonction de l'énergie que vous payez. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on paye 5, toutes nos bêtes de 5 ou moins en CCM gagnent indestructibles. Et du coup, on aime beaucoup les wipes unilatérales en multijoueur, comme la Cyclonic Rift, qui est bien plus forte évidemment, mais qui coûte beaucoup plus cher en mana. Mais voilà, très très fort, très bonne carte. On peut aussi penser au professeur de Plume Argent, qui lui est un 3-3 et qui va donner la capacité de démonstration à tous vos sorts de créatures. Donc la démonstration, c'est une capacité qui fait que chaque fois que vous allez lancer un sort de créature, vous allez pouvoir copier cette créature, mais aussi donner une copie à quelqu'un, à un autre adversaire. C'est ça. Donc toujours avec les poteaux de la table. Bah, tiens, toi je t'aime bien, je vais te filer une bête. Un outil politique comme ça, très intéressant. tu bourres lui, et voilà, bam bam, hop hop, on continue. Puis après, on n'a plus d'amis, on finit sa soirée tout seul au bar parce que tout le monde nous déteste. C'est ça. Voilà. Mais bon, on a un pote à qui on a donné le token. On a donné un token à un pote. Ouais, pour peu qu'à la fin il te bourre, c'est ton pote. Pour qu'il te tue avec le propre token. Il te tue avec ton propre token. Non, oui, alors effectivement, une carte très intéressante qu'on risque de voir dans pas mal d'archétypes multijoueurs parce qu'elle a un très gros impact sur la game. C'est une carte blanche, mais du coup elle peut rentrer dans beaucoup de decks. C'est fort de créer une copie pour soi et de donner une copie à un adversaire. Des fois, ça peut être beaucoup moins influent que d'avoir nous deux bêtes. Donc, effectivement, on risque de beaucoup l'avoir vraiment en multi. Allez, on passe au reprint maintenant. Alors, les reprints. Le dragon, un des dragons les plus connus, hein. Le Goldspain Dragon. En français, je ne sais Dragon d'or. Dragon d'or. De pont d'or. Non, d'orpont. Il y a, voilà, d'orpont. Dragon d'orpont. Donc il crée des trésors très connus, les trésors x2, etc. Ouais, tous les trésors le dragon d'orpont. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en préparant cette vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu populate, mais on n'a pas tout saisi dans le côté trésor, puisqu'on a aussi la casseuse de gueule professionnelle, comme on l'appelle dans le jargon. Je crois que c'est son nom. Je crois que c'est ça, oui, c'est la casseuse de gueule professionnelle. Casseuse de figure professionnelle. Oh là là, qu'il est vulgaire. Mais c'est vrai qui est une très très bonne carte d'ailleurs. Hein. Oui. Ça, c'est une très très bonne carte. En multi encore plus, parce qu'elle trigger pour chaque adversaire. Ouais, non. Et du coup, c'est vrai qu'ils nous ont pondu un peu une synergie trésor. Alors, c'est vrai que tu fais des artefacts, machin et tout, mais on n'a pas tout saisi non plus. Voilà, il y a un côté trésor au deck, mais bon. C'est surtout pour avoir du mana coloré. Il n'y a pas de choses qui vont animer les trésors. Il n'y a pas grand chose qui va synergiser. Peut-être un petit peu avec les synergies de quantité d'artefacts, peut-être. Ouais, non. Bon, après, ça reste quand même deux très bonnes cartes.
en elle-même. Hein. Oui, puis les trésors vont toujours aider dans n'importe quel deck Magic de toute façon. Il n'y a pas un deck où on se dit ah mais non je veux pas de trésor. C'est pas faux. Pas faux. Alors un reprint de Akroma's Will qui fait très plaisir. Pareil, on ne présente plus Akroma's Will. Un sort modal qui est très joué en multijoueur. Et dans le même principe, on va avoir une réédition de Adieu qui est sans aucun doute, peut-être que quelques personnes vont me contredire dans les commentaires, mais si ce n'est le meilleur remover avec Cyclonic Rift, le meilleur whiteboard. Ouais, je pense que c'est le meilleur, comme on le disait, on en parlait tout à l'heure sur un autre deck, sur le deck Jund. C'est même trop fort parce que remover, de retirer de la partie comme ça des permanents. Par exemple, présent dans le deck aussi, vous avez le commandement d'austérité, qui me semble plus équilibré comme carte, puisqu'il vous offre un choix qui détruit. Le commandement d'austérité est un peu l'ancien Farewell. Voilà, c'est ça, exactement. Et bon, parce qu'il était un petit peu plus mesuré. Là, Farewell change souvent le cours de la game. Ouais, après, on est dans effectivement. Bon, après, j'imagine qu'en commandeur multi, bon, mais ça punit trop les gens qui jouent avec le cimetière, c'est ça qui est dommage. C'est ça, et puis ça permet d'avoir un Rasboard très très efficace, qui certes coûte un peu de mana, mais qui reste très efficace. Moi, il y a les deux artefacts que j'aime bien, c'est la pompe éthérique. Modèle, et vous avez le cœur éthérique de Monty, qui sont des rééditions toutes les deux. Qui sont des rééditions et qui vont vous permettre, comme on disait, on en parlait tout à l'heure, de rentabiliser vos surplus d'énergie. Il y en a un qui vous permet de révéler, je crois, les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, enfin vous regardez, il y a le texte, et de jouer un sort gratuit, et l'autre qui va vous permettre, en le retirant de la partie, de jouer un tour supplémentaire. Donc voilà, donc c'est assez sympa. C'est vrai que c'est fort, et puis surtout que maintenant que la génération d'énergie a été énormément facilitée avec les outils que ce deck apporte, c'est des cartes qui effectivement vont vraiment avoir une puissance, un second souffle au niveau de. C'est ça. On espère voir un petit peu aux tables de multi. Je pense honnêtement que bon alors les 4 decks qu'on vous présente à mon avis vont être très joués, mais celui-là ne va pas être boudé. D'ailleurs je ne pense pas que alors c'est peut-être parce que je suis un petit peu trop naïf, mais je pense qu'aucun des decks ne va être boudé. Ils sont tous les 4 très très forts. C'est sûr que bon Eldrazi c'est populaire et tout, mais même lui, Énergie, Jeskai, à mon avis, va être très fort aussi. Ouais, puis c'est des couleurs qui plaisent en général. Hein. Oui, et c'est des mécaniques intéressantes aussi. Eldrazi, c'est peut-être un peu cliché parce que c'est des grosses bêtes qui attaquent, mais au moins, c'est un peu unique. Voilà. Donc, c'est bon dans les cartes. On est bon. Donc, les cartes de l'extension que je trouve qui sont adaptées à rajouter dans le deck, il y aurait Lisette Generatorium, qui est une Unco de la nouvelle extension, et qui, elle, va permettre d'ajouter pour chaque énergie. Donc, ça coûte que 2. Et pour chaque énergie, on va en recevoir une supplémentaire. Ça, c'est bien. Donc ça double pas, mais ça rajoute plus 1 à chaque fois. Ça, c'est la base. Hein. Je pense qu'il faut. C'est vrai, voilà, c'est ce genre de carte qu'il faut rajouter. Et sachant qu'il y a beaucoup de créatures qui, quand elle attaque, rien que notre général, quand il attaque, il ajoute 2, là non, c'est 3. Il y a d'autres créatures. Avec la carte la carte dont on parle maintenant, qui est le Guide of Soul. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du Guide of Soul. On n'en a pas encore parlé. Il n'est pas dans le deck. Il est pas dans le deck. Il n'est pas dans le deck. Ok. Et qui, lui, du coup, si quand même, donc sous un peu le modèle des Soul Warden, des Soul Attendant et tout ça qu'on a dans tous les jeux un petit peu qui vont être basés sur le gain de points de vie, les jeux notamment Ange. Et d'ailleurs, ça synergie encore plus avec ça. Donc cette créature va vous permettre de gagner 1 point de vie et une énergie chaque fois que vous allez jouer une créature. Voilà. À chaque fois qu'une créature arrive sous notre contrôle. Voilà. Sous votre contrôle. Donc ça fait un fabuleux générateur d'énergie. Ça fait gagner des points de vie, et en plus vous allez pouvoir dépenser ces énergies pour donner 2 marqueurs +1/+1 et un compteur vol à une créature et la transformer en ange. Et il faut savoir que ange, alors multi, je sais pas, ça doit exister les mécaniques, mais ange, c'est un jeu qui est joué. Je pense, qui a été joué longtemps en pionnier, moderne, avec... après, la synergie énergie, c'est autre chose, mais... En multi, oui, il y a beaucoup d'anges. Avec beaucoup et c'est des decks qui rigolent pas trop, hein, les decks anges, parce que entre le fait de gagner des points de vie, il y a des trucs qui vont vous permettre de faire des jetons anges. Et là, par exemple, la carte que tu viens de présenter synergise très bien avec le Sphinx. Ça synergise avec l'Isette Generatorium que je viens de présenter. C'est vrai que c'est le genre de cartes typiquement qui sont très bonnes dans le deck. Tu voulais parler du Scurry of Gremlins? Ouais, vous avez ça aussi, petite carte sympathique. Pareil, une Unco. Qui arrive à 4 et qui va tout simplement vous faire un nombre de tokens 1-1 égal au nombre d'énergie que vous avez. Donc vous n'avez pas besoin de les dépenser. C'est pas ça. Je te reprends. Ah pardon, alors, donc, pour 4, c'est un enchantement qui arrive en jeu et il va créer 2 tokens. Et ensuite... il va te donner autant d'énergie
que tu as de créatures sur le board. C'est pas du tout ce que j'étais en train de dire en fait. Et en plus de ça, alors le petit plus qui est intéressant, c'est que tu peux payer 3 énergies ou 4, je ne sais plus, et tu vas pouvoir donner +1, +0 et haste à toutes les bêtes de ton board. C'est peut-être un peu puissant ma version, non? Oui, la tienne paraît puissante. Un token 1 pour chaque... Commander multi, c'est bon. Oui, bon, ça va. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était un plaisir de faire ça avec toi, mon petit Lukita. Oui, un plaisir. Très très bon deck. On est content de cette extension. Ah ça, les joueurs de multi, ils sont contents. Hein. Ça, oui, cette extension est aussi... Bon, déjà l'extension en général, mais les decks commandeurs très très... Voilà. Donc... La petite promo habituelle, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les cartes à unité de ces decks commandeurs notamment sur nos comptes Magic Card Market ou sur Magicville dans la partie MV Shop. Nous vous rappelons aussi que à Carta Papa, si vous n'êtes pas très loin ou si vous passez en vacances cet été, ne venez pas tout de suite, il fait un temps de merde. Je vous préviens, c'est pas la peine. Là, on est au bout du rouleau, attendez un petit peu. On a deux doigts d'aller se jeter du pont parce que là, ça fait, on n'a pas 2 jours de beau temps. Alors vous, dans le Nord, peut-être ça vous touche pas, mais nous, pour avoir personnellement, nous, on n'a pas l'habitude. Hein. Donc, on a 2 soirées multijoueurs par semaine, le mardi soir et le vendredi soir. Donc vous êtes les bienvenus, c'est des soirées gratuites, c'est super ambiance, on est très contents. On vous rappelle qu'il faut liker nos vidéos et s'abonner bien sûr. Hein, n'hésitez pas à commenter. Voilà, n'hésitez pas à commenter, c'est important. Si vous avez des choses à dire, ça nous arrive de dire des bêtises. Malheureusement, ça nous arrive. Ouais, ça arrive, mais bon, justement, ça fait réagir. Voilà, un petit et peu. N'hésitez pas à nous corriger ou à donner votre retour. Et surtout, voilà, des retours. C'est important de nous dire, voilà, on veut plus ci, plus de ça. Voilà, si Yannick, tu es très beau, par exemple, des trucs très constructifs. On aime bien ce genre de retour. Pas trop de fans dans les commentaires, mais. Voilà, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On ne sait pas trop quand. Est-ce qu'on fera une vidéo pour Assassin's Creed? Probablement pour Assassin's Creed. Il y aura des decks en Assassin's Creed? Oui, il y aura des decks, il me semble, et c'est plutôt attendu aussi. Donc je pense probablement pour Assassin's Creed. Donc probablement début juillet pour Assassin's Creed. Sinon, ça sera début août pour Bloomborough. Bloomborough qui est qui est une édition avec des lapins, c'est ça. Beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux. Yannick, c'est pas, ça va être un peu mignon. Ça va pas être ton truc. Non, mais c'est pas que c'est pas mon truc, c'est qu'à un moment donné, bon, au bout d'un moment, tu me diras, vu qu'il faut une extension par mois. On a un chevalier souris qui vient d'être spoilé. On a plein de choses comme ça. Après, on va respect à nos amis joueurs de l'Orcana qui jouent des souris. C'est vrai, oui, voilà, c'est ça. Mais non, mais on aime aussi. Donc voilà. Bon, allez, mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne continuation et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les petits loups. Au revoir.